Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, diplômée d'une école de journalisme et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour une émission de société et d'actualité française. Avant de commencer, je rappelle que je vous mets toujours toutes mes sources en description d'émission. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ce projet de média indépendant et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu informé des sorties d'émissions. Je rappelle aussi qu'il ne faut surtout pas hésiter à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez voir abordé. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Aujourd'hui, il y a une question qui me trotte dans la tête et qui, je crois, parle à beaucoup d'entre nous. Sommes-nous obligés de choisir un camp ? Dans un monde où tout semble polarisé, pour ou contre, bien ou mal, gauche ou droite, vacciné ou anti-vax, climato-sceptique ou activiste pour le climat, bref, les débats semblent être de moins en moins nuancés et on dirait que l'on passe plus de temps à s'opposer plutôt qu'à s'écouter. Mais est-ce vraiment la réalité ou seulement une perception ? Pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir deux invités. Thomas Boyer-Cassem, philosophe et spécialiste de la théorie de la décision, et Amélie Rastier, psychologue spécialisée dans les relations sociales et les émotions. Nous avons eu un petit souci d'agenda, donc pour la première fois, nous avons un invité en visio, et c'est donc Thomas. Merci à toi de t'être libéré pour l'occasion. Merci pour l'invitation. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Sommes-nous obligés de choisir un camp ? Non. Mais c'est paradoxal parce que du coup, j'étais obligé de choisir un camp là. Eh ben moi, je répondrais oui et non. Du coup, voilà, et je m'expliquerai après, évidemment. La polarisation de la société, réalité ou perception ? Je me sens pas trop légitime pour répondre, en fait. Je dirais que je connais pas bien la société comme ça, enfin, à part au-delà de mon impression personnelle, donc je pense que c'est peut-être mieux si Amélie répond plutôt sur cette question. C'est pareil, je vais répondre avec mon avis d'être humain, du coup, et je dirais plutôt réalité, quand même. Ok, on va approfondir cette question tout à l'heure. Thomas et Amélie, qu'est-ce qui nous pousse à nous ranger dans un camp plutôt qu'à chercher la nuance ? Je pense que souvent, c'est parce que la question est mal formulée. Parce qu'on a demandé êtes-vous pour ou contre ça ? Alors qu'on peut aussi, des fois, poser des questions plus ouvertes, comme qu'est-ce que vous pensez de cette chose-là ou de cette idée ? Et là, ça invite à des réponses plus nuancées. Est-ce que tu as des exemples justement de ces fameuses questions ouvertes ? Oui, un exemple, au moment du Brexit, par exemple, la question c'était est-ce que vous voulez, oui ou non, le Brexit pour les gens de Grande-Bretagne ? Alors que on aurait pu imaginer une question qui était quelle forme de Brexit voulez-vous ? Incluant la possibilité qu'il n'y ait pas de Brexit. Voilà, parce que évidemment, il n'y avait pas une seule façon de faire un Brexit. Ça a été tout l'objet des négociations ensuite. Donc, par exemple, quand on demande rendre le vote obligatoire pour ou contre, peut-être que là, la question, elle n'est pas tout à fait bien posée et que peut-être une réponse à la crise démocratique, ça pourrait être de changer le mode de scrutin. Simplement s'interroger sur le fait de de rendre le vote obligatoire ou pas obligatoire. Amélie ? Oui, alors qu'est-ce qui nous pousse à choisir un camp plutôt que les nuances au niveau, en tout cas relationnel, moi ce qui me vient c'est la peur déjà de l'incertitude en fait. L'être humain n'aime pas trop ce qui est incertain, c'est très inconfortable pour lui, donc effectivement, quand on choisit un camp, on est sûr, en fait. On est sûr de là où on est sûr d'où on va. Ça nous donne quand même une espèce de boussole aussi. Voilà, comment ça se passe la vie, du coup, aussi. Donc, c'est déjà, je dirais ça. Et puis, peut-être aussi la peur de la différence aussi. La différence, ça, c'est quelque chose qui nous fait peur aussi parce qu'on la comprend pas. On la comprend pas franchement pour nous-mêmes déjà. Donc chez l'autre, c'est aussi complexe. Donc moi je dirais quand même il y a pas mal de peurs qui nous poussent à faire ça. C'est plus facile aussi du coup d'avoir des avis tranchés plutôt que de rester dans cet inconfort-là, des nuances, encore une fois dans cette incertitude. Il y a beaucoup de peurs qui nous guident sûrement là-dedans. Pourquoi avons-nous tendance à réduire le monde à une opposition bien contre mal ? Bien contre mal, il y a pas mal de choses qui me viennent là aussi. Alors à la fois, encore une fois, parce que
ça reste assez facile en fait du coup de diviser les choses en deux comme ça, bien contre mal, ou même voilà, noir ou blanc, oui ou non. On a facilement ce piège de la pensée binaire en fait, c'est soit l'un soit l'autre du coup, et encore une fois c'est tellement plus simple de penser comme ça, parce que au moins on n'a pas à réfléchir aussi, ça nous évite aussi beaucoup ça en fait, c'est pas si simple de réfléchir, de penser aux choses et de nuancer, du coup, de se dire peut-être que les choses sont pas soit bien, soit mal, et là, sont peut-être nuancées, sont peut-être un peu dans le gris. Enfin, pour moi, ça fait écho à la remise en question. Bah oui, ouais, tout à fait, effectivement. C'est peut-être plus dur pour les êtres humains de se remettre en question. Ouais, bah évidemment, c'est très dur. Faut dépasser l'ego aussi quand on se remet en question. Faut accepter qu'à l'intérieur de nous, il y a pas que du bien, quoi. Et l'ego, il aime pas trop ça. Il aime pas quand on lui dit qu'il a des parts de lui qui sont peut-être un petit peu moches, ce genre de choses-là. Donc il faut dépasser ça. Donc se remettre en question, c'est pas évident, nécessaire, mais pourtant pas facile du tout. Donc c'est vrai que rien que par rapport à ça, on préfère rester retranché derrière notre ego et diviser les choses, voilà, en bien, mal, oui, non. Thomas, est-ce que tu as un avis ou une expertise à apporter à ce sujet ? Ouais, je dirais que peut-être c'est le genre de concept le plus simple, des concepts binaires. Oui, non. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Alors que on peut complexifier un peu et dire ça c'est mieux que ça c'est plus acceptable. J'en suis un peu sûr, complètement sûr. Voilà, dès qu'on apporte de la nuance, on rend la réponse plus intéressante, bien souvent. Et c'est un peu ce qu'on apprend à faire aux étudiants, aux étudiantes en philosophie, c'est une opposition, et puis on essaie de la dépasser souvent avec une forme de nuance. Peut-être que c'est pas dans tous les cas. Bon, vous avez déjà un peu répondu aux questions, mais pour que ce soit clair pour les auditeurs et auditrices, pourquoi une question définie comme bien ou mal, une question binaire, blanc ou noir, empêche-t-elle le compromis ? Parce que les gens vont être associés à un temps particulier, et donc voilà, je suis dans ce camp-là, alors que si on répond avec des nuances, eh ben on peut être plus ou moins proche des gens. Finalement, il n'y a pas il n'y a pas deux camps, mais on peut être tous sur une même ligne, plus ou moins proche, plus ou moins éloigné. Une autre raison, c'est que pour faire du compromis, il faut qu'il y ait de la complexité, en fait. Il faut qu'il y ait plusieurs dimensions. Je vais céder sur cet aspect, mais je vais plutôt gagner sur tel autre. Et si on est dans des questions binaires, on n'a rien à céder, en fait. On n'a rien à complexifier. Voilà. Est-ce que ça, pour déconstruire ce côté binaire, autant dans la question que dans la réponse, on est obligé d'être spécialiste ou du moins de connaître un peu le sujet, parce que quand même, réussir à pas poser une question binaire, ça sous-entend qu'on maîtrise suffisamment le sujet pour se rendre compte que y a d'autres façons de penser. Bien poser la question, c'est déjà en général une forme d'expertise sur le sujet. Et on peut penser aux questions politiques qui sont souvent mal posées. Les référendums, ça va être oui ou non. Pour ou contre la Constitution européenne. On aurait pu imaginer différentes versions de la Constitution soumise au vote. Et là encore, non pas des réponses binaires oui ou non, mais cette version-là, je la trouve excellente. Celle-là, je la trouve passable. Celle-là, je la trouve bonne. Et puis on avance à partir de ça. Et donc, par exemple, si on évalue différentes constitutions européennes, différentes versions de la Constitution européenne, avec comme ça des mentions excellentes, très bien, etc., eh bien, on peut agréger, synthétiser tous les votes des personnes avec un outil qui a été développé par des chercheurs français qui s'appelle le jugement majoritaire. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les mentions qui ont été reçues par une version de la Constitution européenne, par exemple, ou alors une version du gouvernement Bayrou. Et comme ça, avec ces mentions majoritaires, eh bien, on peut classer, apprécier finement les différentes versions du gouvernement, de la loi immigration, du budget, sans qu'il y ait des blocages, oui, non, et on rejette à nouveau, on rejette ce gouvernement, on rejette cette loi, alors qu'en fait, il y avait peut-être une version un peu différente du gouvernement, un peu différente de la loi, qui aurait reçu le meilleur assentiment, la meilleure évaluation de la part des députés, de l'ensemble des citoyens, des citoyennes, etc. Une forme de compromis, donc.
Voilà, une forme de compromis qui se traduit dans un vote, parce que on vote pas pour ou contre, mais on vote en attribuant une mention à chaque version, à chaque option proposée. Et donc, c'est pas ici un compromis qui serait dans la discussion et la négociation. C'est un compromis, en quelque sorte, qui se construit mathématiquement avec le vote. Il n'y a pas de pays qui ait encore adopté le jugement majoritaire pour des élections nationales, mais il y a pas mal d'exemples de votes qui ont été faits au jugement majoritaire. Par exemple, la primaire populaire, qui cherchait à désigner un candidat ou une candidate pour la dernière élection présidentielle. Vous avez utilisé le jugement majoritaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jugement majoritaire, il y a un site qui s'appelle mieuxvoter.fr avec des explications, des vidéos, des exemples d'usage du jugement majoritaire, puis aussi des articles scientifiques qui en parlent. Je mettrai aussi le lien en description de l'émission si jamais vous voulez aller découvrir ce que c'est. Amélie, est-ce que tu as un complément ou une autre vision à apporter ? Oui, je dirais que c'est ce qui empêche en fait le compromis d'être dans cette pensée binaire et même ce mode de questionnement binaire, oui ou non, c'est que ça nous rend hermétiques en fait à l'autre du coup. On n'arrive pas, enfin je vais prendre un exemple, l'exemple du couple par exemple, parce que même à cette échelle-là, on est aussi chacun dans son camp en fait quand on rentre en conflit, parce que chacun est campé sur sa position et le débat tourne autour de qui a tort et qui a raison en fin de compte. Donc on est dans cette espèce de rapport de force et à partir de là, le compromis, il n'est pas possible du coup. Donc ça nous ferme en fait, ça nous ferme à l'autre, ça nous empêche de l'accueillir aussi tel qu'il est en fait finalement. Donc c'est pour ça que oui, même pour cette deuxième partie de question, tu disais est-ce qu'il faut une expertise, etc. Oui, ça aide, évidemment, forcément, ça aide beaucoup. Et puis peut-être surtout qu'il faut peut-être développer aussi cet accueil de l'autre, en fait, tel qu'il est, et de soi, déjà, dans un premier temps, tel qu'on est, donc très ambivalent, en fait. Et ça rejoint la complexité que Thomas soulevait. La complexité, c'est ce qui permet, je le rejoins là-dessus, les compromis. Ça permet de lier aussi, finalement. Ça ne délie pas forcément. Tu as commencé brièvement à en parler tout à l'heure, Amélie. Mais du coup, j'aimerais poser la question. Comment les émotions et l'ego jouent-ils un rôle dans les confrontations idéologiques et de valeurs ? Et comment notre perception et nos émotions influencent nos positions ? Oui, forcément que ça joue un rôle et un énorme rôle en fait. Alors déjà, je crois qu'il y a plusieurs émotions qui sont impliquées. Je parlais de la peur tout à l'heure. Celle-ci, elle est énormément impliquée. La peur de la différence, la peur... Je pense aussi, je vais reprendre cet exemple du couple parce que c'est un exemple qui revient très très souvent, même en consultation. Bon nombre soit de couples ou de personnes viennent pour nous dire à quel point ils sont en colère. Du coup, donc on retrouve aussi cette émotion en colère parce que leur compagnon ou leur compagne pensent pas pareil en fait et répondent pas à leurs attentes, etc. Et donc ces émotions-là, encore une fois, la peur, la colère, elles nous empêchent aussi en fait de construire. Du coup, de construire et d'être dans le compromis et elle nous renforce encore plus derrière notre ego du coup. C'est vraiment des émotions qui nous coupent de ce qu'on a peut-être vraiment besoin de ressentir en fait dans ces moments-là, parce que ce qu'on a besoin de ressentir, si je reprends l'exemple du couple, dans ces instants-là, on a besoin de ressentir un peu cette fusion en fait. On a besoin que l'autre nous comprenne, etc. Sauf que derrière la colère et derrière la peur, l'autre peut pas nous comprendre en fait. On lui laisse pas non plus l'opportunité du coup de le faire. Donc je crois qu'il y a vraiment ces deux émotions en tout cas qui sont très très présentes et qui encore une fois nous ferment à la conversation, nous ferment à la communication et à la construction du coup de quelque chose. Ça m'amène à parler des réseaux sociaux. J'aimerais qu'on explore pourquoi les débats publics semblent devenir de plus en plus polarisés et pas que les débats publics finalement. Selon vous deux, est-ce que c'est dû aux médias, aux réseaux sociaux ou à d'autres facteurs ? Parce que je me dis que je suis pas vraiment expert de ces questions-là, mais pour reprendre ce qu'on disait sur l'aspect binaire, c'est vrai que pouce en l'air, pouce en bas, il y a plus fin quand même. Donc peut-être qu'il y a certains outils dans les réseaux sociaux qui encouragent une expression pas très nuancée, pas très riche. Et puis on voit un pouce en bas sur une photo, on voit un pouce en l'air en haut sur un commentaire.
voilà, c'est vraiment, je suis dans ce camp-là, je suis pas dans ce camp-là, quoi. Puis c'est aussi, tu parlais des émotions à l'instant. Les réseaux sociaux, ça va vite. On n'a pas forcément le temps de prendre le recul et de réaliser aussi les émotions qu'on est en train de vivre. Bien sûr. Est-ce que ça pousse du coup un peu plus à réagir vivement? Eh ben oui, ça pousse la réaction à chaud en fait, et c'est bien fait aussi du coup pour ça. Même si voilà, on reprend du coup cette idée de voilà, choisir un camp, on peut penser à tous les espèces de petits challenges qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, voilà, les teams ça ou ça, etc. Choisir ce genre de choses là, mais c'est sûr que les réseaux sociaux et leur immédiateté en fait, c'est souvent ça qui pose problème. Ce côté immédiat du coup, c'est ça qui nous fait réagir à chaud et parfois très vite dans la colère. Et puis les titres sont très forts aussi pour ça, sont très très accrocheurs. Et ça joue sur la peur, la colère, donc ce que tu disais tout à l'heure. Malheureusement, ça permet pas à l'autre de rentrer dans la compréhension. Exactement, absolument. Selon vous, est-ce que les réseaux sociaux renforcent réellement la polarisation ou est-ce qu'ils ne font que révéler des tensions déjà existantes ? Peut-être un peu des deux en fait, du coup je dirais, parce que il y a ce côté-là en fait sur les réseaux sociaux que on se sent assez libre de s'exprimer, et pour la raison suivante, c'est qu'on est quand même caché en fait, mine de rien, même s'il y a notre photo de profil ou ce genre de choses là, on est quand même caché, on est quand même assez protégé en fait, donc on ne subit pas la réaction de l'autre dans l'immédiat. Absolument, effectivement. Pour le coup, l'immédiateté, on la retrouve pas dans la réaction de l'autre, absolument. Donc forcément, il y a ce côté-là où du coup, on va très vite, du coup, voilà, s'exprimer, exprimer notre colère, exprimer nos peurs, ce genre de choses-là. Et donc, on va pouvoir, voilà, ça répond à la deuxième partie de question, révéler du coup certaines tensions. Et puis, c'est encore une fois, c'est très bien fait aussi pour ça, je trouve, aussi les réseaux. Donc ça nous aide pas en fait du coup à polariser. Peut-être que on pourrait dire c'est que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on s'arrête à ce qu'on voit du coup, ou est-ce que on va plus loin que ça? Est-ce que ça revient souvent ce sujet-là dans tes consultations? Ça peut revenir mais plutôt sur une population quand même assez jeune du coup. Ça peut revenir, mais je dirais que c'est pas ce qui est principal quand même. À la limite, ce qui est principal par rapport aux réseaux sociaux, ça va être les comparaisons, ce genre de choses là. Ça va être plutôt ça quand même. Ok. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'enfermement algorithmique. Moi non. Thomas, ça te parle? On reçoit des contenus qui sont liés qui vont dans le sens de nos publications. Exactement, c'est ça. De ce qu'on aime, de ce qu'on partage, de ce qu'on regarde, de ce qu'on consomme. Donc on parle d'enfermement algorithmique parce que notre manière de penser est validée par l'algorithme en fait, qui nous montre que ce que nous on consomme et donc ce qu'on pense. Parce qu'on est forcément plus attiré par des choses qui valident nos manières de penser. Pour information, il existe des moyens pour sortir de l'enfermement algorithmique et ainsi accéder à une diversité de points de vue. Il faut diversifier ses sources d'informations, il faut autant lire ou regarder des médias de gauche, de droite, des revues spécialisées, des médias internationaux sur des sujets français ou régionaux, pour voir leur point de vue à eux, d'un point de vue extérieur, autre que notre fonctionnement français par exemple. Utiliser des outils et des plateformes alternatives comme DuckDuckGo ou Qwant, participer à des forums, regarder des vidéos qui ne semblent pas directement être en lien avec nos intérêts habituels, suivre des personnes qu'on ne comprend pas, et oui, identifier nos biais cognitifs, ce qui va m'amener, je vais avoir une question à ce propos, et puis aussi poser des questions critiques. Pourquoi cette information est-elle proposée? Qui en est l'auteur? Quels intérêts sont en jeu? Et il faut aussi, bien sûr, participer à des discussions contradictoires en vrai, pas sur les réseaux sociaux, rester dans le respect, toujours, et aussi regarder des vidéos d'éducation aux médias. Donc, de plus en plus de médias en proposent, et le dernier en date, c'est Street Press, qui propose un podcast audio et vidéo à ce sujet. Voilà, et moi j'en fais tous les 6 mois. J'adore, je parle des autres, mais pas de moi. Et si, j'en fais. Alors, concernant les biais cognitifs, il y a le biais de confirmation qui renforce nos positions initiales et limite notre capacité à entendre d'autres perspectives. Tiens, Amélie ou Thomas, qui veut expliquer ce que c'est
Un biais cognitif? Un biais cognitif, bon là tu l'as expliqué par le biais de confirmation. Il y a par exemple, moi je pense à un autre biais, le biais de négativité aussi, qu'on a tous, le fait de se focaliser du coup sur le négatif. En fait, c'est un espèce de fonctionnement vicieux de notre cerveau qu'il a, où il va emprunter un chemin où encore une fois c'est plus facile. Faut se dire que notre cerveau, même s'il est très intelligent, il a un côté où il est un peu feignant en fait parfois, et donc il va aller vers ce qui est le moins coûteux pour lui, et donc ça crée ce genre de biais-là, et notamment le biais de confirmation, on va beaucoup l'avoir avec la peur, par exemple. La peur, c'est une émotion qui va chercher à se confirmer, en fait, tout le temps, que ce soit, on parlait des réseaux sociaux, sur les réseaux, que ce soit, aussi dans les relations, où on va chercher à confirmer, cette peur-là, donc c'est aussi très influencé aussi par ça. J'aimerais ajouter aussi que ces mécanismes, ils peuvent être amplifiés par les émotions et l'ego, on en parlait tout à l'heure, et ça explique en partie pourquoi l'écoute et les discussions peuvent être compliquées. Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer avec ton approche de psychologue comment se rendre compte et sortir de nos biais? Alors, déjà, pour s'en rendre compte et s'en sortir, déjà, je dirais qu'il faut... il faut encore une fois sortir de notre ego, en fait. Et je crois que il y a une urgence, en fait, même à ça, du coup, à sortir de notre ego, parce que retrancher derrière lui, c'est impossible de se rendre compte de ce genre de choses. C'est impossible de se rendre compte, par exemple, de ce que je disais, que la peur, elle cherche à se confirmer. Non, je vais l'illustrer. Je prends pas mal l'exemple du couple, mais parce que c'est un exemple tellement courant, en fait, en consultation. Généralement, souvent, ce qu'on entend dans le couple, c'est qu'on attend en fait que l'autre vienne combler du coup nos besoins, on attend qu'il vienne combler nos insécurités aussi, les rassurer, etc. Et en fait, si on le fait aussi, c'est notamment à cause aussi de ce biais-là, parce qu'on est guidé par notre peur. La peur, par exemple, de la séparation, du coup, ce genre de choses-là, de l'abandon ou que sais-je. Et cette peur, elle se focus surtout sur le moindre détail. Donc, si l'autre nous regarde de travers, nous envoie un message et il a dit quelque chose, c'était mal tourné, etc. La peur, elle va se focaliser en fait là-dedans. Et donc, on va repartir dans des reproches. On va faire des reproches à l'autre. Oui, tu te comportes comme ci, tu te comportes comme ça, etc. Et donc, on est encore une fois retranché du coup derrière cet ego. Et là, tout ce qu'on parlait tout à l'heure autour de compromis, construction, ça, c'est pas possible, en fait, là-dedans. Mais ça arrive très souvent. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans les relations, couple, familiales, professionnelles ou autres, c'est souvent deux monologues, en fait, qui se rencontrent, et pas de dialogue, en fait. Comment se rendre compte de nos biais? Est-ce que ça passe aussi par s'auto-analyser un peu? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça revient souvent? Pourquoi je suis entourée? Moi, j'ai quelqu'un que j'ai croisé il y a pas longtemps qui m'a dit fièrement, moi, j'ai jamais parlé à quelqu'un de droite. Oui. Et je l'ai regardé, moi, je suis très contente d'avoir des gens tous très différents autour de moi. Oui. Parce que moi, ça me confronte comme ça à plein de manières de penser. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est marrant, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est dans ce que tu dis, c'est accepter l'autre aussi, accepter l'ouverture aussi, du coup. Mais pour ça, il faut être assez humble, en fait, quoi. Il faut être très humble, du coup, et comme tu le disais, s'auto-analyser, oui. Et si on n'y arrive pas, évidemment, tout seul, auquel cas, aller consulter, entamer un suivi pour pouvoir comprendre son ambivalence en soi, pouvoir comprendre aussi comment ça fonctionne, aussi ces mécanismes-là, parce qu'évidemment, que bon nombre d'entre nous, on n'est pas au courant, en fait, qu'on a des biais, que on n'est pas forcément guidé que par des choses très conscientes aussi. Oui, parce que d'autant plus quand on est humain, donc fatigué, stressé, un coup dur dans la vie, quand on réagit plus dans l'émotion, c'est très compliqué. Ouais. Et c'est humain, on a le droit. Enfin, voilà, faut pas non plus être trop exigeant. Je préfère le préciser parce que on ne sait jamais. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, là, j'ai jamais discuté avec quelqu'un de droite, la personne qui te disait ça. Moi, j'ai souvent l'impression que on va discuter avec quelqu'un qui est pas d'accord avec nous. En fait, on en ressort avec une meilleure compréhension de notre position, bien souvent, avec finalement des meilleurs arguments. On se rend compte que cet argument-là, en fait, ça marchait pas. Peut-être que je suis pour une hausse d'impôt ou une baisse de telle chose, mais en fait, peut-être plus pour cette raison que pour telle autre, parce que j'ai essayé de l'expliquer à la personne pour le convaincre. Est-ce que j'ai réussi à la convaincre, cette personne? Peut-être pas, mais bien souvent, moi, je ressors de la discussion avec une meilleure compréhension de ma position, et des fois qui change un petit peu elle-même cette position pour moi, même si j'ai pas réussi à convaincre l'autre.
Maintenant, j'aimerais que l'on évoque les conséquences du refus ou non de choisir un camp. Refuser de choisir un camp, est-ce un privilège ou une manière d'encourager le dialogue? Thomas? C'est pas, j'ai l'impression que des fois, c'est juste la bonne réponse à avoir, en fait, de refuser de s'enfermer, de se laisser enfermer comme ça dans une réponse binaire, et puis d'aller proposer quelque chose de plus nuancé, de plus précis, de plus juste. Certaines disent parfois que refuser de choisir, c'est un luxe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que refuser de choisir, en tout cas dans certains cas peut-être, ça peut nous aider à construire notre identité aussi. Voilà, je pense à certaines situations. Par exemple, voilà, quand on arrive au monde, on arrive dans une espèce de chaudron familial avec ses règles, assez inconscientes d'ailleurs, avec son histoire, ses traditions, ses habitudes, etc. Et en fait, très souvent, ce qu'on fait quand on est enfant, c'est qu'on adhère à ça. Du coup, on y adhère et il faut aussi pour continuer à vivre, etc. Et puis vers l'adolescence, l'âge adulte, on commence à s'émanciper, à se dire je suis peut-être pas d'accord avec tout, mais en même temps, c'est aussi à cette période-là qu'il faut pas prendre le risque de faire aussi l'extrême inverse et du coup de se dire je vais tout lâcher en fait. Du coup, je vais tout lâcher et auquel cas on peut aussi d'être dans cet entre-deux et parfois et de se refuser à choisir des camps très tranchés en fait. Du coup, on peut prendre un petit peu partout en fait. Du coup, on peut prendre un petit peu de ce qui vient de la famille, un petit peu de ce qui vient d'ailleurs, de l'école, de l'environnement professionnel qu'on va découvrir. On peut finalement se nourrir de tout et au niveau identitaire, c'est aussi hyper enrichissant. Il est important quand même de préciser que lorsque l'on parle des droits humains, je pense que potentiellement, on a peut-être toutes et tous la responsabilité morale de nous tenir aux côtés de celles et ceux qui sont blessés ou en danger. Est-ce qu'on est obligé de choisir un camp? Ça faisait partie de mon oui et non du coup au départ parce que parfois voilà il y a quand même comme tu dis voilà que ce soit alors moi je pense à une cause qui me tient particulièrement à cœur mais que ce soit par exemple les femmes sous emprise battues etc. Il y a quand même peut-être parfois des causes qui nous poussent quand même à choisir un camp. Néanmoins je me sens obligée de rajouter quand même cette nuance là du coup encore une fois à condition que ça nous renferme pas, que ça nous mette pas dans un rapport de force et dans de la violence aussi du coup parce que ce serait répondre là dans ce cas-là du coup en cas des femmes battues ce serait répondre finalement à de la violence par de la violence. Il faut pas non plus tomber dans cet extrême là en fait du coup là oui pour choisir un camp mais pas répondre par la même violence quoi. Je dis non au début à la question faut-il choisir un camp et c'était non en règle générale de façon universelle. Non, on n'a pas toujours à choisir un camp mais bien sûr parfois il faut savoir le faire aussi. Est-ce réaliste de penser que toutes les questions ont des réponses binaires? On a déjà beaucoup répondu à ça, mais au cas où. Ou faut-il accepter que certaines questions demandent une réflexion plus complexe et de longues discussions? Je dirais que si la question est mal posée, oui. C'est-à-dire que si la question est binaire, par exemple, pour ou contre le droit à l'avortement. Si la question est posée comme ça attend une réponse oui ou non. Alors qu'en fait, la question peut être reposée. Vous êtes pour l'avortement jusqu'à quel terme? Vous êtes pour l'avortement dans quelles conditions? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu cas de viol? Il y a certains pays qui l'autorisent seulement pour ces cas-là, et pas pour les autres. En fait, on peut avoir une question plus précise, posée différemment, et qui n'est pas binaire. Vous pouvez avoir un avis sur les avortements en cas de viol et avoir un autre avis sur les avortements à 6 mois de terme. Voilà. On peut avoir une réponse plus précise. On pose la question différemment. Ne vaut-il pas mieux parfois de laisser parler les spécialistes? Accepter juste, en fait, on ne sait pas. Oui, moi je rebondirais là sur ce que tu viens de dire. Je crois que parfois il faut juste accepter de pas savoir, de pas tout comprendre, de pas forcément avoir de réponse parce qu'on n'en a pas forcément tout le temps en fait. Mais encore une fois, ça revient à ce que je disais au début, c'est qu'on supporte pas ça, on supporte pas ne pas savoir, on supporte pas l'incertitude, on supporte pas ne pas savoir où on va dans la vie, ce genre de choses là. Donc c'est ça qui nous tient en fait aussi dans cette bataille du coup entre deux camps du coup, mais
en soi, finalement, peut-être que voilà, ce qu'il y a de mieux à vivre aussi, parfois, c'est ce qu'on ignore, hein, c'est ce qu'on sait pas. Du coup, donc c'est peut-être aussi laisser la place aussi à ça, à l'incertitude, même si c'est inconfortable, du coup, parce que c'est parfois un beau cadeau aussi. Effectivement, des fois, il faut savoir se dire qu'on n'est pas spécialiste et que on n'a pas à avoir un avis sur la question. On distingue traditionnellement, en gros, les questions de fait. Est-ce que c'est le cas qu'il y a quelque chose? Est-ce que la Terre est plate? Et puis, les jugements de valeur. Est-ce que je préfère la glace à la vanille à la glace à la fraise? Voilà. Et donc, sur les questions de valeur, qu'est-ce que j'aime bien? Là, on n'a pas besoin d'être expert. Je n'ai pas besoin d'être expert glacier pour savoir que moi, je préfère toujours la glace à la fraise. Voilà. Il y en a parfois sur X, il y en a qui estiment qu'il faut être spécialiste de la chocolatine ou du pain au chocolat. Par exemple. Alors, peut-être, on ne sait pas apprécier suffisamment bien la bonne glace à la fraise ou la bonne glace à la vanille. Peut-être. Et puis après, voilà. Et par contre, sur les questions de fait, est-ce que le réchauffement climatique est principalement causé par l'activité humaine des dernières décennies, des derniers siècles? Là, c'est pas une question de j'aime bien, j'aime pas. En fait, on va consulter les spécialistes. Puis il y a des questions parfois qui mêlent les deux aspects. Est-ce que ce médicament qui a des effets secondaires assez graves devrait être mis sur le marché? Justement, est-ce que c'est assez grave? Qu'est-ce qu'il apporte comme bénéfice? Tout ça, c'est des jugements de valeur. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là? Non. Quel bénéfice? Ou est-ce que je suis prêt à l'imposer à une certaine catégorie de population? Et on a besoin, par exemple, pour autoriser des médicaments ou des produits chimiques ou des choses comme ça avec des comités d'experts scientifiques, on a besoin à la fois de jugements de valeur. Est-ce que c'est un risque qu'on est prêt? Est-ce que c'est suffisamment grave? Est-ce que les bénéfices sont suffisamment importants? Et puis, il y a des questions de fait. Quels sont les effets secondaires? On a besoin, à ce moment-là, on a besoin des deux aspects pour pouvoir répondre à une question. Souvent, les personnes s'expriment au nom de leur vérité. Est-il possible de concilier deux camps opposés sans renier l'une ou l'autre des, entre guillemets, vérités? Ce serait l'idéal. Voilà, c'est vrai que ce serait l'idéal parce que c'est très juste. En tout cas, je te rejoins dans ce que tu dis. L'être humain, il s'exprime toujours selon sa vérité. Et moi, c'est ce que j'aime le plus peut-être dans mon métier, c'est que chacun va exprimer sa vérité. Chacun finalement va croire que c'est même la vérité en fait. Très souvent, c'est ça, et c'est souvent ça qui pose problème aussi. Du coup, dans les relations, parce que c'est ça qui crée des conflits, parce qu'on pense détenir la vérité, alors que finalement, il y a peut-être autant de vérité qu'il y a d'êtres humains en fait. On a tous un peu nos propres lunettes de vue de la vie, de la vision du monde selon notre vécu, etc. Donc forcément, chacun a sa propre vérité. Donc ce serait l'idéal si on pouvait être tout le temps dans cette ouverture à la vérité de l'autre, essayer de comprendre l'autre, comment il voit les choses selon ce qu'il a vécu, etc. Malheureusement, c'est ce que je dis, c'est l'idéal, quoi. C'est pas évident, c'est un travail, en fait, très sûrement, un travail relationnel. Ça s'appelle aussi éviter les jugements hâtifs. Et oui, et bien sûr. Et je dirais qu'il y a deux façons où ça peut être possible de concilier. En fait, des fois, les deux camps sont pas incompatibles. S'il y en a un camp qui défend une idée et l'autre une autre idée qui n'est pas la négation de la première, peut-être qu'on n'est pas obligé de choisir entre les deux, qu'on peut les prendre toutes les deux. Si on prend une question politique, comment améliorer la répartition des impôts, qui intéresse pas mal le gouvernement en ce moment, une position, ça peut être il faut taxer les plus riches, une autre position, ça peut être il faut réduire les niches fiscales, et peut-être qu'en fait on peut faire les deux. Donc des fois, on peut avoir un terrain de conciliation comme ça. Et puis parfois, une autre façon pour avoir une conciliation, c'est en fait de se rendre compte que les mots ne sont pas utilisés de la même façon par les deux camps. Il y a des quiproquos en fait sur le sens. Les définitions n'ont pas été données. Alors, on passe pas notre vie à donner des définitions aux termes qu'on utilise. On suppose que les gens ont la même utilisation du mot. Et en fait, c'est pas le cas. Par exemple, si on prend un débat, est-ce qu'il faut être postcolonial? Alors, il y a une façon qui va dire, oui, il faut comprendre qu'il y a certains traits de la société d'aujourd'hui qui viennent d'une attitude coloniale qui a commencé il y a des siècles. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, mais non, c'est des outrances. Par exemple, la question des réparations, on va pas demander aux Français d'aujourd'hui de payer pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et en fait, on peut se rendre compte que postcolonial, ça veut pas dire la même chose pour les deux. Et que, il y a certaines personnes qui défendent des vues postcoloniales qui ne défendent pas de réparation. Par exemple, Aimé Césaire
poète et homme politique martiniquais, ne pensaient pas qu'on pouvait réparer quelque chose comme l'esclavage. C'était au-delà de ce qui était réparable. Voilà. Donc on peut être d'accord en fait avec les deux. On peut être post-colonial en ce sens-là et penser qu'il ne faut pas de réparation non plus financière comme ça attribuée, toi 10 000 euros, toi 50 000 parce que tu avais plus d'ancêtres esclaves, etc. Donc, parfois, les choses sont dans les définitions des mots et ça peut aider à résoudre des incompréhensions et des oppositions. Ce qui peut vraiment aider et vraiment permettre de construire du coup et de concilier deux vérités, c'est la communication en fait. C'est vraiment de chercher à comprendre ce que veut dire l'autre. Hein. Et c'est pour ça que je trouvais ça très juste de parler de la signification des mots parce que les mots n'ont pas le même sens selon comment on les ressent aussi à l'intérieur et selon encore une fois notre vécu, si c'est associé à des épisodes de notre vie plus ou moins traumatiques aussi. Donc vraiment ce qui compte beaucoup, c'est en tout cas au niveau relationnel, c'est vraiment cette communication en fait. On communique pour entendre la vérité de l'autre, pour communiquer aussi la sienne et essayer de tricoter quelque chose au milieu, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Thomas, tu as dit, et même en pré-interview, tu me l'avais déjà dit. Donc je précise pour les gens au cas où, pré-interview. Je réalise toujours des petites interviews avant d'inviter les gens au studio pour m'assurer du coup qu'on parle bien de la même chose justement. Tu disais donc Thomas que parfois on peut très bien en fait se rejoindre au milieu à force de discuter, enfin à force, avec et grâce à cette discussion, on peut très bien sortir de son point de vue pour rejoindre l'autre au milieu et l'autre aussi sortir de son point de vue pour rejoindre l'autre au milieu. Et bien souvent dans les discussions, moi je me rends compte que on a bien souvent des désaccords parce qu'on ne parle pas de la même chose et que on se met à utiliser des termes plus précis. Mais on a souvent des terrains d'entente moins partiels. On est d'accord sur ce constat-là. Après, on va diverger sur ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pense qu'on est capable, ce qu'on est capable de faire. Mais on va trouver souvent des terrains d'accord qu'on a clarifié des concepts, des mots, les dire. Est-il possible de rester dans la nuance sans forcément s'opposer à quelqu'un ? Ce qu'on remarque quand même assez souvent, c'est que de toute façon, si voilà l'un a un point de vue et que nous en face on est dans la nuance ou le point de vue opposé, de toute manière il va croire qu'on est contre lui en fait. Il y a vraiment toujours cette problématique là qui vient donc. Oui, je crois qu'il faut être assez courageux pour rester dans la nuance, en fait. Du coup, faut accepter de pas plaire, de décevoir, faut accepter aussi tout ça, du coup. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours peut-être des gens, on va pas généraliser, parce qu'il y en a qui comprendront aussi, voilà, la nuance, etc. Mais il y en aura toujours, de par leur rigidité, de par peut-être certaines peurs, etc., qui resteront campés dans leur position et tant qu'ils nous auront pas fait plier, en fait. Du coup, il y en a aussi beaucoup qui vont fonctionner comme ça et même, je prends beaucoup cet exemple du couple, mais c'est que ça arrive même là, en fait, où parfois on a envie de faire plier la personne même qu'on aime juste pour rester, en fait, campé dans ses certitudes, dans ses positions. Donc c'est l'ego, là, un peu. C'est l'ego, oui, bien sûr, ouais, évidemment, encore une fois, très impliqué, donc, oui, rester dans la nuance. De toute façon, c'est aussi prendre ce risque-là, voilà, de pas plaire, d'avoir des gens qui seront dans l'opposition, mais parce que ça aussi, ça fait partie de l'être humain. On se construit aussi dans l'opposition. On en a besoin, en fait. Dès 2 ans, on se construit avec cette fameuse étape du non, et ça reste après toute la vie. C'est peut-être aussi quelque chose de très français. On aime bien aussi, nous aussi, d'être dans l'opposition. Donc, c'est peut-être culturel. Aussi tout ça, c'est culturel. On pense à l'aspect politique. L'opposition, elle est aussi beaucoup construite par le type de scrutin qu'on va avoir. À certains moments, ça peut être tout à fait légitime. Il y a un gouvernement, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait, vous le considérez dans l'opposition, vous ne participez pas à ce gouvernement. Mais sur la façon dont les questions sont posées, les votes, en fait, on construit aussi l'opposition par le mode de scrutin, avec 2 tours dans un scrutin uninominal. À la fin, au 2e tour, vous avez mis le bulletin qui correspond à la personne qui est élue ou vous l'avez pas mis. Alors que si vous avez un vote qui est avec des mentions très bien, assez bien, passable, vous avez exprimé un avis beaucoup plus fin, beaucoup plus nuancé. Et finalement, la personne qui est élue, vous lui avez attribué la mention bien ou très bien, c'est bien.
peut-être que vous vous dites, c'est pas trop mal quand même. Et vous n'êtes pas juste déçu dans l'opposition parce que c'était pas la meilleure personne absolument, et c'était pas le bulletin que vous avez mis à la fin quand vous étiez dans un oui non. Eh bien, ça tombe bien qu'on ait mélangé l'humain et la politique. Dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de la particularité du militantisme en 3 questions. J'explique juste brièvement ce que c'est être militant. Eh bien, des militants, ce sont des personnes qui mènent des campagnes en faveur d'un changement qu'ils ou elles défendent, en général sur des questions politiques ou sociales. Alors, comment un militant ou une militante peut-il ou elle défendre une cause sans nourrir l'exclusion ou la radicalisation des opposants ? Je dirais peut-être en essayant de convaincre le plus de personnes possible, c'est-à-dire en essayant d'aller chercher des arguments pour sa proposition, sa thèse, sa proposition politique, en essayant d'aller chercher des arguments qui pourraient être acceptés par le plus de personnes possible. Au lieu on va dire, de débiter schématiquement tout ce à quoi la personne adhère, et je pense que si, que ça, sur tous les aspects, faut essayer de vous dire, tiens, venez dans mon parti. Peut-être que ça peut être plus intéressant d'aller essayer de convaincre sur une question précise, même des gens qui auraient des avis différents sur d'autres choses. Moi, je répondrais avec une question, même du coup que j'ouvre un peu, ou avec aussi voilà les consultations que j'ai pu faire avec beaucoup de militants, ou moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas du coup quelque chose dans leur histoire en fait aussi personnelle qui les pousse du coup à s'exprimer de cette manière-là en fait. Du coup la colère, on en parlait tout à l'heure, la colère c'est souvent le dernier moyen quand on n'a pas été entendu en fait. Du coup donc est-ce que c'est pas aussi ça du coup qu'on aurait besoin d'entendre, et que si c'était entendu, peut-être qu'il pourrait aussi faire passer des messages autrement. Du coup c'est possible. Voilà, la question reste ouverte. Les vagues réactionnaires et identitaires actuelles, est-ce qu'elles sont des conséquences directes d'un militantisme qui pourrait être perçu comme trop excluant ? Et ces vagues réactionnaires, souvent, c'est contre des progrès sociaux, culturels ou des rejets de mouvements progressistes, par exemple, ou la montée du nationalisme. Voilà, j'avais plein de petits exemples. Ouais, c'est possible parce qu'on peut répondre. En fait, on répond souvent à la colère par de la colère. En fait, encore une fois, on se laisse pas la chance d'écouter ce qu'il y a derrière, du coup. Et donc, c'est effectivement possible que ce soit une conséquence, mais encore une fois, c'est que malheureusement, néanmoins, on construit toujours pas, en fait, avec ça. Et c'est là où je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. On peut pas se rejoindre au milieu quand on est retranché derrière cette colère-là, et derrière, du coup, encore une fois, une absence de nuance. C'est vrai qu'on entend beaucoup. Voilà, si on prend ces deux côtés-là, on entend beaucoup. D'un côté, c'est comme ça et pas autrement, et l'autre, la même chose, du coup, finalement. Et encore une fois, la forme n'est toujours pas bonne, parce que peut-être que sur le fond, on pourrait se rejoindre au milieu, construire quelque chose, etc., et trouver un fond commun, en fait. Mais la forme, elle est pas bonne, du coup. Est-ce que la polarisation, c'est un mal nécessaire pour certaines causes, ou doit-on toujours chercher à la réduire, cette polarisation ? Thomas ? On doit plutôt choisir une forme plus fine d'expression. C'est-à-dire que si on caricature et qu'on extrémise un peu la position qu'on cherche à défendre, déjà c'est pas le plus juste, et puis ça servira pas forcément la cause. Je voulais aussi que l'on parle de ce qui nous touche toutes et tous, les relations avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ressent souvent le besoin de rallier les autres à notre cause ? Amélie, est-ce que tu vas nous parler de l'ego, possiblement ? Peut-être. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui me viennent. Il y a déjà le fait que, voilà, en ralliant les autres à notre cause, en essayant de convaincre, etc., on n'est pas seul, en fait.
Déjà, hein, on n'est pas seul et en soi, les êtres humains ont toujours vécu en groupe. C'est un enjeu aussi pour nous d'être entourés. Donc déjà, il y a aussi ça. Et puis évidemment, bah oui, ça nous rassure en fait aussi que les autres soient pareils que nous. C'est quand même assez rassurant. Encore une fois, pas besoin de se remettre en question. Et puis ça fait du bien aussi de voir que les autres sont similaires. C'est un espèce aussi un petit peu de fantasme en fait, un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, un fantasme de retrouver voilà ce même quoi. Ce même autre du coup en face et qui nous ferait un petit peu qu'un du coup donc c'est aussi peut-être un peu tout ça qui nous guide, mais encore une fois de manière très inconsciente évidemment. Comment engager un dialogue sincère avec celles et ceux qui ne partagent pas notre opinion sans chercher à les convaincre à tout prix? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est essayer de comprendre finement l'origine des désaccords. Comment on fait? Et pourquoi tu penses ça? Et on essaie de remonter aux raisons qui font qu'on a un désaccord. Est-ce que tu as un exemple concret pour aider les auditeurs, auditrices? Par exemple, si on prend le débat sur l'avortement, et pourquoi tu es opposé à l'avortement après 3 mois? Pourquoi pas? Pourquoi 2 mois, ça te va? Est-ce que c'est à cause de raisons médicales, par exemple? Est-ce que c'est une question de principe qui est complètement opposée, que soit la situation? Est-ce qu'il y aurait données scientifiques qui pourraient te faire changer d'avis? Qu'est-ce que ça serait? Ou pas, voilà. Et on essaie d'imaginer d'autres situations et pour parfois essayer de mieux comprendre pourquoi on a un désaccord. Et dans telle situation, est-ce que tu penserais encore que voilà, il y a des expériences de pensée des fois qui sont faites en philosophie morale, par exemple, pour essayer de mieux chercher à imaginer des situations pour comprendre l'origine des désaccords moraux, par exemple. Il y a des points de vue et des prises de position qui sont juste parfois irrationnelles. Il n'y a même pas de fondement derrière. Et je crois parfois que même que à certains moments, on ne sait même pas pourquoi on pense ça. Oui, je vais reprendre un exemple, mais c'est exactement ce qu'on va retrouver dans certaines peurs en fait qu'on va pouvoir expérimenter dans nos relations. Je vais prendre un exemple qui vient très très souvent en consultation, c'est l'exemple de la jalousie par exemple. J'ai beaucoup de patients ou patientes qui viennent parce qu'ils sont très jaloux, voilà, notamment dans leur relation de couple, ils sont très très jaloux et quand ils grattent un petit peu là-dessus, ils ne savent même pas pourquoi. Il y a un côté très irrationnel en fait à ça et c'est pour ça que pour essayer de dépasser ça, je rejoins Thomas à 100% sur ce qu'il disait tout à l'heure, sur cette idée que il faut aller vers l'autre dans une communication, dans une espèce de dynamique de recherche en fait. Faut vraiment aller rechercher du coup, alors à la fois chez l'autre et chez soi, le pourquoi du comment en fait et d'où ça vient du coup, parce que ça vient pas forcément de ce qui se passe aussi. Mais beaucoup de personnes ne savent pas quelles questions poser pour chercher à comprendre l'autre. Comment aiguiller ces personnes-là, justement? En posant, je dirais, déjà en posant pas des questions fermées, en n'étant pas dans, encore une fois, ce qu'on disait, dans des questions en oui, non, etc. Essayer d'apprendre à connaître l'autre tel qu'il est, en fait. En apprenant à connaître l'autre tel qu'il est, c'est là aussi où on découvre si on peut l'aimer aussi tel qu'il est, mais en tout cas, en allant, oui, vers l'autre, dans vraiment cette recherche et peut-être en enlevant ce jugement, du coup, qu'on a, mais de manière systématique, on peut pas s'empêcher de faire ça. Mais malheureusement, le jugement, il vient aussi flouter, en fait, aussi, ce qu'on découvre chez l'autre. Parce qu'on va se dire, oui, mais c'est bien ou c'est mal, on en revient à ces jugements de valeur dont on parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment essayer de dégager ça dans un coin de la tête et de se dire, ok, là, je vais vers l'autre, juste en apprenant à connaître qui il est, comme si je lisais un livre, en fait, quoi, et que je lisais une histoire, et puis après, je verrai si je peux faire avec l'autre tel qu'il est. Comment expliquer à quelqu'un là? Parce que parfois, même ça, on sait pas le faire. Donc, ça peut être juste, explique-moi, qu'est-ce que tu ressens là? Ouais. Est-ce que ce ton-là, pour toi, il veut dire quoi? Cette tonalité que tu viens d'utiliser, c'est juste des choses aussi simples que ça? Ouais, tout à fait, ouais. On peut totalement commencer par ça. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait comme émotion? Qu'est-ce que ça te fait vivre là, ce qu'on est en train de se dire? Est-ce que ça te fait écho à quelque chose aussi? Est-ce que ça t'a déjà vécu ça dans ta vie, voilà, dans tes relations, dans ta famille, etc. Et ouvrir, en fait, continuer toujours à ouvrir, en fait. Et la meilleure vraiment question qu'on peut se poser, vraiment, c'est ensuite, c'est pourquoi, en fait, à chaque fois, pourquoi, et c'est comme ça qu'on trouve les réponses souvent. Et donc c'est comme ça qu'on engage un dialogue sincère, sans chercher à convaincre l'autre. Et oui. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci à toutes les deux. À bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On a vu que choisir un camp ou refuser de le faire, ce n'est jamais simple. Entre nos biais cognitifs, nos émotions et la pression sociale, nous nous enfermons parfois dans des logiques d'opposition. Mais ce qui ressort de cette émission, c'est que la nuance, le dialogue et l'effort de comprendre l'autre restent essentiels pour avancer ensemble. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir si on doit choisir un camp, mais comment écouter, comprendre et avancer ensemble pour un monde plus apaisé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de sujets en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap. Microcanap est aussi présent sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort toutes les 2 semaines le jeudi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!